Les préliminaires sélectifs aux épreuves de l'examen d'État se sont déroulés ce dimanche 23 février sur toute l'étendue du territoire congolais. L'affiche Vita Club d'SMP de la Ligue nationale de football de ce dimanche au stade Tata Raphaël de la Kétoul n'est pas allée à son terme, alors que Vita Club menait des échauffourées se sont produits au niveau des portous d'Idéen Clémentin Mapembe. Antenne A, le journal José Moussangana. Merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition dominicale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mais puisqu'il faut flairer l'air de l'actualité, sachez que la rencontre telle que proposée par la Ligue nationale de football opposant l'ASV Club aux Immaculés a été interrompue à cause justement des contestations musclées de la part de supporters du DSMP. Retour sur cette approche à travers cet élément que nous propose Papi Katassi. On a promis la sportivité et le fair play. Ce message est arrivé. On a besoin de ce match, de ce derby de Kinshasa qui se termine dans de bonnes conditions. Attention, on ne sait pas qui va jouer. Oh, voilà, c'est le but. Ah oui, belle frappe de Lema. Lema, il a vu le coup et il a tiré en force et il marque 1-0. Le gardien de but, Nke, n'a pas pu fermer l'angle. Et finalement, l'équipe de l'ASV Club ouvre la marque ici au stade Tata Raphaël. On revoit cette frappe entre Luvubu, on ne savait pas qui allait jouer. Et finalement, c'est Lema, le gardien qui était distrait. Motema Pembe 0, ASV Club 1. Ce n'est que justice, hein, me semble-t-il. L'ASV Club s'est montré. Voilà, je vois qu'il y a un public sportif qui veut voir les matchs. C'est pas possible. Alors là, c'est le président Chimanga, Diderinkle Motema Pembe. Moi, je dis, il y a beaucoup de temps pour ça. Nous avons tous joué au football. Il reste 30 minutes de jeu, s'il vous plaît. Mais c'est-à-dire que le fait que V Club ait planté sa suprématie sur Daring Club Motema Pembe est difficilement supportable par les supporters. Mais sur le terrain, le Daring n'a pas encore donné une image d'une équipe qui court derrière les résultats. Bon, alors je crois... Je ne sais pas, mais nous on est là. On est là. Bon, qu'est-ce qui va se passer là? Bon... Non, je pense qu'il faut qu'on calme le jeu, qu'on calme les supporters simplement. Qu'on calme. Un comportement proscrit, ce comportement n'a pas été observé à Lumbashi où Mazembe a eu raison de Lupopo sur un score de 2-0. Autre chose, les préliminaires sélectifs aux épreuves de l'examen d'État sont déroulés normalement ce dimanche 23 février sur toute l'étendue de la République. Confirmation de la vice-ministre de l'EPSP, Magui Rwakabouba, qui a fait le tour, une tournée de 3 centres pour se rendre compte de la bonne tenue. Suivez ces détails avec Dieu merci Nzoma Biala, Tracy Mangonzoy. Au total, 11 973 autodidactes inscrits prennent part à ces préliminaires sélectifs pour participer aux épreuves de l'examen d'État 2013-2014. La vice-ministre de l'EPSP Magui Rwakabouba, qui a fait le tour de l'Institut technique de Limité, du lycée Toyokana à Kassavubu et de l'ITI Gombe, s'est réjouie du bon déroulement de ces épreuves. C'est satisfaisant, d'autant plus que, nous avons respecté notre horaire, notre calendrier scolaire. Et les 3 centres que nous venons de visiter, donc Kin Centre, Kin Est, Kin Ouest, tout se passe dans la quiétude. Les candidats sont concentrés sur leurs feuilles. Qu'en est-il des effectifs? Au niveau de toute la République, c'est 11 973 candidats pour 205 centres. L'année passée, il y a eu une progression de 25%. Je crois que c'est dans le même ordre.
Alors, nous constatons que le nombre de filles est légèrement inférieur et c'est pour ça que nous encourageons encore une fois les filles pour qu'elles puissent aller à l'école et que le nombre de filles et de garçons puisse être plus ou moins égal. L'on note que ces préliminaires ont connu la participation des 2 hommes âgés de 68 ans qui suivent les cours de manière informelle et souhaiteraient avoir leur diplôme. Tout à fait autre chose, clôture ce dimanche 23 février du Conseil de ministres du bloc régional du marché commun pour l'Afrique australe orientale. Durant 2 jours, soit du samedi 22 au dimanche 23, les ministres de cette organisation régionale se sont réunis au Grand Hôtel Kinshasa autour du thème consolider les commerces à travers le développement des petites et moyennes entreprises. Les détails avec Don Momat. Le samedi 22 février, dans son discours d'ouverture, le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a mis l'accent sur l'importance du thème de cette 32e réunion des ministres du marché commun de l'Afrique australe et orientale, COMESA. Le thème de cette année permet aussi d'aborder d'autres aspects tout aussi importants qui requièrent tous notre attention, afin de résoudre les problèmes de développement auxquels la majeure partie de nos populations est confrontée et de permettre que le micro, petites et moyennes entreprises puissent se développer et se formaliser. Par la suite, Raymond Tshibanda a indiqué que le moment était crucial pour les États membres du COMESA qui ont jusqu'à juin 2014 pour entrer dans l'union douanière et la zone de libre-échange en vue d'aboutir en 2015 à la création d'un marché commun. Notons par ailleurs qu'à l'occasion de ces assises, le ministre congolais des Affaires étrangères a pris la présidence du Conseil des ministres de ce bloc régional en remplacement d'Amelia Kiabande, ministre ougandais du Commerce. RDC prend l'engagement de tout faire pour que le dynamisme qu'a connu notre organisation au cours de la présidence passée puisse être maintenu et que le processus d'intégration dans notre sous-région puisse se consolider et s'approfondir. Dès ce lundi 24, l'on assistera à la réunion des ministres des Affaires étrangères du COMESA qui sera suivie de la table ronde des premières dames, le tout en prélude du sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Kinshasa du 27 au 28 février 2014. Restons dans ces registres économiques pour vous dire qu'une délégation du FMI a séjourné à Kinshasa dans le cadre des consultations avec le gouvernement. Conformément à l'article 4 des statuts des institutions de Bretton Woods, la République démocratique du Congo n'est pas en programme avec le FMI depuis 2012 et ne sera pas non plus pour bientôt. Suivez les détails avec Jean-Louis Sekama. La mission en cours du FMI en RDC a fait ressurgir la nécessité d'un nouveau programme. Mais qu'en est-il de l'ancien? Vous savez que le programme qui est arrivé, comme l'a précisé monsieur le chef de mission, à son terme le 10 décembre, on l'a laissé aller jusqu'à son terme simplement parce que, même pas un critère quantitatif, mais un repère du programme. En l'occurrence, la publication des contrats. Et quand vous regardez le nombre de contrats que nous avions publiés, il n'y avait qu'un seul contrat, qui n'était pas du reste un contrat, les contacts ultérieurs l'ont démontré, c'est à cause de cela que nous avons été récalés. Est-il possible pour le gouvernement de la RDC d'envisager un nouveau programme soutenu par le Fonds monétaire international? Du programme, il faut dire que la mission que le Fonds vient d'effectuer pour l'instant n'avait pas pour vocation de relancer le dialogue sur le programme. Mais moi-même, je vous ai envoyé une lettre, monsieur le ministre, disant que le Fonds monétaire était prêt à entrer dans des discussions sur un nouveau programme. Bon. Maintenant, est-ce que tout est au beau fixe dans la gestion des ressources naturelles? Nous, Fonds monétaire, on ne saurait vous le dire. Quoi qu'il en soit, programme ou pas, selon le FMI, le gouvernement a réalisé des performances appréciables. 315 médecins ont prêté serment d'Hippocrate ce vendredi 21 février au collège Boboto. Noble profession, sachez que ces métiers de médecin est plein d'incertitudes en République démocratique du Congo. Retrouvons encore une fois Jean-Louis Sekama. Être médecin en RDC.
315 le sont devenus ce vendredi 21 février 2014 au collège Wovoto. Pendant longtemps, on n'a compté que 3 facultés de médecine, à l'Unikin, à l'Unikis et à l'Unilou. Aujourd'hui, on en compte 47. Le nombre de facultés de médecine a explosé. Le problème de qualité de la formation et de l'enseignement se pose. La vie n'est pas un brouillon. Et cette vie, elle est souvent entre les mains des médecins. Il y a encore une époque, on ne doutait pas de la compétence des médecins congolais. Mais aujourd'hui, le doute semble être permis. Le président du Conseil national de l'ordre des médecins en a conscience. La tutelle aussi. La pullulation des universités privées agréées, qui contribue certes à l'augmentation du nombre de médecins formés, mais malheureusement, accuse un déficit important sur la qualité du médecin formé. Jadis, il y en avait 3 universités qui formaient. Aujourd'hui, nous comptons 47, dont 25 officiels. Nous pensons que la fusion de certaines facultés de médecine pourrait probablement améliorer la qualité de la formation de médecins. Un médecin mal formé, c'est un assassin en puissance qu'on met sur le marché. Malheureusement, dans la vie courante, le médecin, à peine qu'il commence à travailler, il oublie qu'il a prêté un serment, qu'il le lit durant toutes les années où il va exercer l'art de guérir. Le marché de l'emploi est pavé d'incertitudes. Le chômage tape à la porte de ces nouveaux médecins. La tentation de l'expatriation n'est pas loin. Et s'ils renforcent le contingent des nouvelles unités, ils devront s'armer de patience pour toucher le premier salaire, sans oublier les nombreux extramuros. Et s'ils s'affilient, ils devront être bientôt sur le pied de guerre pour une nouvelle grève des médecins. Quels sont les événements qui ont marqué la semaine pour se rendre compte? Compulsons à présent nos pages rétrospectives. Jeudi dernier, 10 hauts magistrats ont prêté serment devant le président de la République en qualité de membres de la Cour de cassation, Cour constitutionnelle et du Conseil d'État. Entre-temps, c'était le retour du gouverneur de la province de l'Équateur, lui, Koyagalomba Sedegerembo, revenu de l'Afrique du Sud pour des soins. Suivez ces condensés. Cérémonie d'une grande solennité et d'une grande sobriété, la prestation des sermons des 10 hauts magistrats, jeudi au Palais de la Nation, s'est déroulée comme sur du papier à musique. Arrivée du président de la République, lecture de l'ordonnance nommant les hauts magistrats, prestation de sermon, acceptation du sermon par le chef de l'État et fin de la cérémonie. Les hauts magistrats peuvent désormais poser leurs actes en toute légalité. Le magistrat, lorsqu'il est nommé à de nouvelles fonctions, lorsqu'il est promu, il peut valablement et régulièrement poser des actes de sa fonction que lorsqu'il prête serment devant la juridiction à laquelle il a été nommé. S'agissant de ceux de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République, il prête serment devant le président de la République, chef de l'État. C'est ce qui vient de se faire. Il les réhabilite donc à poser maintenant des actes réguliers et valables. Pour en arriver là, les magistrats font l'objet d'une stricte sélection sur base d'une cotation. Les magistrats font la carrière. Au cours de carrière, ils sont sous l'observatoire. Alors, ils sont cotés au regard de la qualité et la hauteur de leur production. Alors, en fonction de ces éléments, ils peuvent être cotés positivement. Et ces cotes positives militent pour leur promotion. Et l'organe habilité pour cela, c'est l'Assemblée générale qui s'est penché sur les dossiers de chacun des magistrats et a estimé qu'ils étaient aptes à la promotion. Et c'est ainsi que les projets ont été présentés au chef de l'État qui a sanctionné par leur promotion au rang des conseillers et des avocats généraux près de la Cour suprême de justice. Ces 10 hauts magistrats, dont une dame, ont été nommés sur ordonnance présidentielle le 1er juin 2013 en vue des palliers à la carence des magistrats lorsque viendra le moment d'éclater la Cour suprême de justice en Cour constitutionnelle, Cour de cassation et Conseil d'État.
Il était 13h30 heure locale lorsque le régulier de la SAA en provenance d'Afrique du Sud a atterri à Kinshasa. À son bord, lui, Alphonse Koya Diallo, le gouverneur de la province de l'Équateur, revient à Kinshasa après 6 mois de séjour médical passé au pays de Mandela. La grâce, c'est d'abord à Dieu qu'il le rend à travers le couple Olangui, ses parents spirituels. Ensuite, le remerciement au président de la République pour son soutien pendant le moment de la maladie. D'abord, le sentiment de reconnaissance vis-à-vis du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui a constaté la crise, a tout de suite demandé que je sois transféré là où je pouvais avoir des soins appropriés. Il a fait, j'ai lu en secret, et autant tous les membres de la famille lui en savent gré, parce que s'il n'y avait pas cette opération-là, je serais aujourd'hui 60 jours ou plus sous terre. Mais grâce à lui, cela a été évité. Je recevais régulièrement de courriers de Mbandaka, de la manifestation de, je dirais, manifestation de soutien, mais aussi de la population qui en avait marre et qui tenait absolument à ce que leur gouverneur revienne. Les personnalités qui avaient fait le déplacement de l'aéroport international d'Ndjili n'ont pas manqué de dire un mot. Merci à Dieu pour le retour au pays et à la vie de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Équateur. Oui, je suis à la tête d'une équipe de députés provinciaux pour venir accueillir notre gouverneur. Après quelques temps de repos dans la capitale, le gouverneur lui Alphonse Koya Diallo compte très bientôt regagner Mbandaka où la population l'attend avec impatience. L'actualité a été aussi dominée par l'ouverture au Palais du Peuple le vendredi du 9e forum de partenariats commerciaux et salons de relations d'affaires du COMESA. La même semaine s'est clôturée par la session extraordinaire de la conférence panafricaine de l'Union de Postes, le condensé de ces deux événements dans cet élément. Ce 9e forum des partenariats commerciaux et salons des relations d'affaires du COMESA se tient sous le thème « Fusion entre entreprises et innovation, intégrer la compétitivité de l'offre et des chaînes de valeur dans la région du COMESA ». En effet, il a été constaté que les PME représentent plus de 90% de la base d'emploi dans la région. Il est important qu'elles renforcent leurs capacités afin qu'elles soient en mesure de satisfaire aux demandes croissantes du monde et de la région. Et ce forum est une opportunité, mieux, un cadre qui permettra de proposer des solutions tangibles aux questions relatives à l'intégration de la compétitivité et de l'efficacité des industries. Qu'est-ce que la RDC offre au jour d'aujourd'hui à l'adhésion des zones de libre-échange? Beaucoup d'opportunités, comme nous venons de dire. Nous avons, le secrétaire général du COMESA et moi-même, parlé en fait du grand projet INGA qui est un projet intégrateur. L'électricité, c'est un intrant de développement voulu par tout le monde. Et donc ça, c'est une opportunité. Une autre opportunité, c'est surtout dans le domaine de l'agro-industrie. Parce qu'il est regrettable que notre pays importe chaque année des vivres alimentaires qui viennent de l'extérieur et même pas de la région de COMESA. Le ministre de l'économie s'est félicité de la tenue de ce forum qui se déroule au moment où la RDC est en train de consolider sa paix retrouvée. Le président Lafek Albert Youma et la présidente du Conseil des opérateurs économiques du COMESA étaient unanimes sur un point. Les résolutions de ce forum doivent faciliter la suppression des faiblesses structurelles des pays membres. Un appel a en même temps été lancé au gouvernement pour libérer le dynamisme du secteur privé. À cette cérémonie d'ouverture, les entrepreneurs des différents pays membres du COMESA ont exposé leurs produits, question de les faire connaître.
43 États membres ont participé à cette session extraordinaire des comités administratifs et techniques de l'Union panafricaine des postes qui a débuté le 18 février dernier à Kinshasa. Le secrétaire général de ces assises, Younous Djibrin, s'est félicité du déroulement de ces assises du point de vue logistique. Ces assises ont été nombreuses et qui ont embrassé l'ensemble de l'activité postale, allant du domaine réglementaire et institutionnel aux stratégies de mise en œuvre en passant par l'identification de ce qu'il convient de faire en matière d'amélioration de la qualité des services, en matière d'innovation pour les produits nouveaux. Le ministre du PTN-TIC, Trifon Kike Moulumba, a par contre remercié tous les chefs de délégation de l'attention accordée à cette session qui restera gravée dans le calendrier de l'UPAP. Le gouvernement de la République ont été honorés par le choix qui a été porté à ces pays. Et j'ai eu à remercier l'Union panafricaine des postes, j'ai eu à remercier le conseil d'administration de l'Union panafricaine des postes, j'ai eu à remercier le secrétaire général pour ce choix. Avant la tenue d'une nouvelle session des comités administratifs et techniques de l'Union de Postes, qui aura lieu du 14 au 15 octobre 2014 en Côte d'Ivoire, ces chefs de délégation devront mettre en pratique toutes les techniques acquises au sein de cette conférence qui a été une grande réussite. L'on a aussi enregistré l'inauguration ce vendredi 21 février par le gouverneur de la ville de Kinshasa d'un guichet unique relatif aux opérations de contrôle technique des véhicules. Dans l'entretemps, les audiences au niveau de tribunaux militaires de garnison de Kinshasa se tiennent conformément à l'opération Likofi 2, comprenez coup de poing, suivez. Lors de son passage dans les territoires de Massi Manimba il y a une semaine, le gouverneur de la province du Bandundu avait fait la promesse de réhabiliter l'Institut Malembe Malembe. En effet, cet institut d'enseignement secondaire se trouve dans un état de délabrement très avancé. Une semaine après son passage, Jean Kamisendou a envoyé sur place les directeurs de la maison de représentation du Bandundu, Bridge Wilson Lumbwe, pour remettre un lot important. Le gouverneur de la ville de Kinshasa qui tient mordicus à l'assainissement du secteur de transport en commun quant au contrôle technique de tous les véhicules, y compris ceux de marque Mercedes 207. Voilà qui justifie l'inauguration de ce guichet unique installé à l'Institut national des pratiques professionnelles où se dérouleront toutes les opérations. Il m'est un agréable plaisir et une fierté légitime de procéder ce jour au lancement officiel du guichet unique du Centre de contrôle technique automobile de l'Institut national de préparation professionnelle INPP en sigle. André Kimbuta Yango a saisi cette opportunité pour remettre des brevets à tous ceux qui ont suivi une formation sur le dit contrôle technique. L'occasion pour l'administrateur de l'INPP de remercier le gouverneur et d'inviter les chauffeurs à procéder au contrôle technique des véhicules de toutes les marques. Je voudrais, au nom de toute la communauté INPP, dire un grand merci au gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Demander aux propriétaires des véhicules de passer encore les normes établies en la matière. Le moratoire de 45 jours accordé aux chauffeurs prendra fin le 15 mars prochain. Pour le numéro 1 de la ville de Kinshasa, ne seront en circulation que les véhicules qui seront en ordre par rapport au contrôle technique. Sous la présidence du major magistrat Roger Gbéou, le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa Matete a poursuivi son audience par la confrontation des policiers Batista et Jérémy, tous deux prévenus de meurtres et de violations des consignes. Le tribunal a auditionné également 4 témoins à charge qui ont pointé du doigt le brigadier Batista comme celui qui a tiré sur un paisible citoyen pendant qu'il avait abandonné son poste de service avec son collègue brigadier Jérémy, tous deux armés et en tenue civile.
Dans ses conclusions, la partie civile a réclamé 1 million de dollars américains contre les deux prévenus en solidarité avec l'État congolais. Pour sa part, le ministère public a requis 20 ans de servitude pénale pour violation des consignes et la peine capitale pour meurtre. Il reste donc au tribunal de se prononcer sur cette proposition du ministère public. Dans le cadre de la semaine culturelle Saint-Thomas d'Aquin, organisée par l'Université catholique du Congo, une conférence a eu lieu axée sur la quête et la création de l'emploi après les études. Et dans le Bandundu, le gouverneur de cette province a doté l'Institut supérieur pédagogique de Massi Manimba d'un lot important de matériel. Suivez. Lors de son passage dans les territoires de Massi Manimba il y a une semaine, le gouverneur de la province du Bandundu avait fait la promesse de réhabiliter l'Institut Malembe Malembe. En effet, cet institut d'enseignement secondaire se trouve dans un état de délabrement très avancé. Une semaine après son passage, Jean Kamissendu a envoyé sur place les directeurs de la maison de représentation du Bandundu, Bridge Wilson Lumbwe, pour remettre un lot important de matériel. Ceci est destiné à la réhabilitation de cette école qui faisait jadis la fierté de la cité des Massi Manimba. Ces lots de matériel est composé entre autres des tôles de 3,50 mètres et des sacs de ciment. Une somme d'1 500 000 francs congolais a été également remis. Le gouverneur avait promis qu'il mettrait toutes les batteries en marche pour que nous puissions construire un nouveau bâtiment pour l'Institut Malembe Malembe. Il a encore acquis et nous a délégué pour venir déposer les premiers lots de matériaux de construction de ces bâtiments-là. Il souhaite que ces bâtiments soient déjà opérationnels dès la rentrée prochaine. Le préfet des études, Ngumbu Ala, a remercié le gouverneur de la province du Bandundu pour sa promptitude. Car aussitôt promis, aussitôt réalisé. Ça n'arrive pas à tout le monde de tenir parole si facilement. Nous pensons que la façon dont vous avez procédé, le temps record depuis la promesse jusqu'à la concrétisation de la promesse prouve que vous n'êtes pas n'importe qui. Il est à noter que ces dons est la réponse à la requête exprimée au gouverneur du Bandundu lors de son passage à Massi Manimba. Comment trouver ou créer l'emploi après les études? C'est autour de cette question principale que s'est articulée la conférence du directeur général de l'ONEM. Sur un ton maternel, Angélique Kikoudi-Eliane a prodigué des sages conseils aux étudiants de l'Université catholique du Congo. Pour réussir dans la vie professionnelle après les études, leur a-t-elle indiqué, il faut de l'abnégation, de l'assiduité et surtout de la discipline. En croire ces propos, l'Office national de l'emploi est prêt à accompagner les jeunes étudiants dans la quête de l'emploi et des informations utiles à leur préparation professionnelle. Nous pensons que le service que l'ONEM pourra obtenir, parce que c'est un plaidoyer à faire, c'est de leur poster dans certaines, comme dans d'autres universités, des bornes électroniques pour qu'ils puissent consulter le site, trouver des informations sur l'emploi. Justement, présent à cette conférence, le webmaster, concepteur du site internet de l'ONEM, a fourni des explications techniques aux étudiants sur les opportunités qu'offre ce portail électronique. Et les avantages pour ces portails, c'est que nous ne faisons pas seulement la publication des offres d'emploi, mais nous faisons la publication, l'enregistrement des chômeurs, l'enregistrement des entreprises et aussi le traitement des offres d'emploi. Par exemple, vous, en tant que demandeur d'emploi, vous pouvez venir selon vos disciplines, vous enregistrer chez l'ONEM à temps plein en allant sur www.onem.cd. Édifié par l'intervention du directeur d'études. Merci de nous avoir suivis, c'en est fini pour cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à partir de Brazzaville. Nous pensons particulièrement à la famille Nassira Doumbia. Demain, vous retrouverez déjà à partir de 7h30 Pat Sabassoa. Extension de programme sur la chaîne de référence.